Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle vidéo sur Jupiter Ascending ou encore en français Jupiter, le destin de l'univers, ça promet du lourd. C'est un film qui a été terminé en 2014 mais qui sort chez nous en 2015. C'est un film écrit et réalisé par Lana et Andy Wachowski. C'est un film avec Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean, Eddie Redmayne entre autres. C'est un film qui a coûté 175 millions de dollars. Il dure seulement 2h07 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh bien, c'est une femme qui est une aide ménagère qui découvre qu'elle possède un quart de l'univers et de là va découler plein d'aventures et la découverte d'autres mondes, d'autres planètes et bien sûr une mise en danger de cette femme Jupiter Jones qui va affronter l'adversité aux côtés de Kane qui est une espèce de mercenaire, d'ancien soldat ultra expérimenté. Voilà, alors ça c'est le pitch de base basique. Ce film a des retours mitigés, on pouvait s'y attendre, mais est-ce que c'est au final un film à regarder? Je pense que oui. Même si c'est une commande, d'après ce que j'ai lu, le président de la Warner venait auprès des Wachowski pour demander quelque chose qui puisse être une franchise, et ce déjà en 2009, donc ils avaient commencé à écrire quelque chose sur le tournage du segment du futur dans Cloud Atlas. Et c'est un peu Matrix le retour, parce que vous avez une affaire d'élus, une idée industrielle qui est derrière tout ça, je vous en dis pas plus bien entendu. Une façon aussi de proposer un look de personnage qui est très semblable à Matrix. Je pense vraiment à Kane, pour le coup, le personnage de Tatum qui est assez semblable dans le maquillage, dans la façon dont il s'habille. Rapidement dit, un gothique. Mais oui, pour moi, c'était un petit peu Matrix le retour. C'est un gros scénario. On sent qu'il voulait dire beaucoup de choses. Et on sent aussi qu'il y a eu des coupes pour en faire un spectacle un peu plus basique, un petit peu plus calibré. Un spectacle total pour avoir les faveurs du public, parce qu'après Cloud Atlas, Speed Racer, ils n'ont pas été forcément de gros succès. Ici, on revient à quelque chose de plus traditionnel, sans temps mort. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, ça s'enchaîne trop vite. En gros, je n'ai rien ressenti de vibrant avant la première heure, ce qui est quand même un petit problème, parce que lors de cette première heure, on dépeint les personnages, il faut faire en sorte qu'on s'identifie à eux, parce que très rapidement viendront les péripéties, et le problème c'est que moi j'ai eu beaucoup de mal avec Mila Kunis, parce que dès le début du film, voilà, on nous présente les parents de Jupiter Jones, et dès le début c'est déjà mal barré, parce que ses parents sont russes, et ils parlent anglais, alors que pendant le film, des fois on entend des paroles russes, donc déjà d'emblée, j'avais un petit peu mal au cœur. Il s'ensuit des scènes, mais d'une platitude monstrueuse, avec des trucs, avec des réveils, mais des machins qu'on voit même dans les films amateurs. Des plans sur le réveil avec des gens qui essayent de l'éteindre. Enfin, je me suis dit là pendant un moment, je me suis dit oulalalala, il y a intérêt que le space opéra il débarque très vite, parce que là tout ce qui se passe dans la ville, mais c'est dur. Hein. Moi j'ai eu beaucoup de mal, et encore une chose qui est dommage, parce que le scénario ne fait pas son boulot dans la première heure. On a à peine le temps d'apprécier ce personnage, Jupiter Jones, qu'elle est tout de suite dans une péripétie qui la met en danger et tout ça, mais on sait très bien que c'est les 30 premières minutes, qu'il va rien lui arriver. Il y a une énorme scène d'action au début du film, mais c'est pour le personnage principal qu'on vient à peine de découvrir. Alors pourquoi faire tout un tintamarre d'action avec des péripéties, des trucs pas possibles, alors qu'on est au début du film? C'est pas bien gérer son action. Moi je trouvais que la première heure ne gérait pas bien son action, ses personnages, ses transitions. Il y a des fois on sent qu'il y a des coupes. Ça ne fait pas une suite logique. Il semble qu'il manque des choses. Alors à mon avis c'est pour rentrer dans des durées standardisées, pour pas que le film commence à faire 2h30, des choses comme ça. Si on n'arrive pas à s'identifier à Jupiter, ça va traîner et on va se faire chier. Moi c'était le cas. Je n'ai pas trouvé suffisamment de points pour m'identifier à cette personne. Ah, moi je suis déçu. Alors là pour le coup, ce début de film, j'ai été très refroidi. Et c'est bien sûr, et ça c'est là que ça devient plus intéressant pour le film, c'est que c'est un mélange de genres, un mélange de références en pagaille et un mélange de genres. Le film d'amour, le thriller, la science-fiction et les films d'action avec les clichés que ça comporte.
aussi bien en termes de clichés de personnages, de situations narrées, que de mise en scène. C'est bien et c'est pas bien, c'est-à-dire c'est bien parce qu'on retrouve des choses, ça nous stimule de voir la réappropriation et le mélange avec d'autres choses, ça c'est bien, mais ce n'est pas bien parce qu'on l'a déjà vu tellement de fois qu'on a l'impression que ça en devient une parodie. Je pense au dernier plan du film. Je vous dis pas ce que c'est, mais dès que vous allez le voir, vous allez peut-être vous en foutre complètement, ou alors vous allez vous dire, mais on a vu cette façon de faire, cette façon de terminer un film, mais dans un milliard d'autres films, on aurait souhaité peut-être quelque chose de plus sophistiqué. Je dis ça, c'est parce que j'ai peut-être une idée trop intellectuelle des Wachowski et en pensant qu'ils sont au-delà de ces bassesses de mise en scène. C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça. J'intellectualise peut-être un petit peu trop le frère et la sœur, mais je pense qu'on pouvait s'abstenir de ce genre de choses, trouver quelque chose d'autre de plus amusant en termes de mise en scène, surtout que le film il crache tellement, il y a tellement de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire encore sur l'histoire? C'est un parcours, parce que c'est vrai qu'au début, elle commence plus bas que terre, la pauvre Jupiter. C'est un récit d'apprentissage, de découverte d'un monde, donc ça inclut, et il le disait bien en interview, des grands récits classiques chez les Américains qui ont été convoqués pour Jupiter Ascending, l'Odyssée d'Homère, mais aussi le Magicien d'Oz. Alors Magicien d'Oz, ça ne nous parle peut-être pas à nous Français, mais c'est un méga classique pour les Américains qui influença énormément de films, chez eux en tout cas, chez nous, bon pas vraiment, mais c'est cette notion de chercher un foyer dans ces œuvres-là et aussi dans ce film-là, parce que la pauvre Jupiter, elle est née dans un bateau, donc elle n'est pas liée à un pays en particulier, donc elle cherche un foyer, très clairement, et dans ce film c'est aussi un petit peu la recherche d'un foyer et comment se positionner par rapport à la Terre et par rapport à tout l'univers qui lui est déroulé devant elle. Jupiter revient après un voyage où elle réalise à quel point elle a changé et à quel point elle est restée elle-même, en sachant donc qu'elle est la maîtresse d'une partie de l'univers. Donc ça, c'est vrai que ça change un peu quelqu'un, quel qu'il soit, et en même temps, elle reste un petit peu la même. Je ne vous dis pas vraiment ce qu'elle fait à la fin du film, mais c'est bizarre. Franchement, moi je m'attendais à ce qu'on parte vraiment dans les étoiles et tout ça. Non, on revient sur Terre. Ok, c'est très bien, mais ça donne un petit peu l'idée qu'il va y avoir des déclinaisons du film. C'est-à-dire des suites, quoi. Attention, je suis réinvoqué dans l'univers parce qu'il y a des problèmes quelque part... alors que j'étais bien sur Terre, ce genre de choses qu'on a déjà vu. En fait, ça se termine un petit peu comme Narnia. Il n'y a pas vraiment de rapport, hein, mais Narnia se termine, on referme l'armoire et tout ça, et le prochain film, c'est la nouvelle invocation, ou plutôt convocation des personnages. Là, ça me donne vraiment cette impression. Ça me donne l'impression que ce film est fait pour créer une franchise. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur cette idée, mais pour moi, c'est vraiment ça. On place une quête d'identité du personnage dans le premier film, c'est très important, une évolution du personnage, et après on va décliner, après avoir bien sûr assimilé l'univers avec le premier film, on va aller plus loin dans sa découverte. Il y a un retravail, et ça c'est évident parce que déjà nous sommes dans le cinéma contemporain et qui plus est dans le cinéma des Wachowski, un retravail et un approfondissement de leur thématique sur la destinée, sur les élus, sur les voyages existentiels. On pourrait peut-être plus apprécier le film si on connaît déjà un tout petit peu ce qu'ils ont fait avant. Après, on peut penser aussi le contraire, partir sans avoir vu la moindre bande-annonce et découvrir le film sur le tas, ce qui est peut-être assez bien. Mais il y a ce problème du récit très très classique, très très traditionnel pour le coup, une princesse à sauver, et à sauver plusieurs fois dans le film. Et ça peut refroidir, par exemple. Ne pensez pas un seul instant qu'il y a quelque chose d'innovant dans le scénario. Dans la structure profonde, il y a des subtilités, il y a du détail, mais dans la structure profonde, c'est très très conventionnel. On peut l'accepter, on n'attend pas forcément quelque chose d'innovant concernant ce récit. La plupart des films des Wachowski ont un scénario dans la structure base, dans le schéma qui est classique. Mais après, c'est ce qu'ils vont en faire de cette idée. L'univers est très riche. Pour revenir un petit peu sur le film, l'univers est très riche. On nous présente plusieurs planètes avec leurs structures qui sont différentes. On montre l'administration qui est tout aussi insupportable dans l'espace que sur Terre, avec des robots qui, eux... Alors, curieusement, les robots, on n'en a pas beaucoup dans le film,
Mais les seuls moments où on les voit, c'est quand on parle d'administration. Ouais, c'est très amusant. Et bien sûr, elle, la Jupiter, elle doit prouver que c'est la reine. Donc, elle a plein de papiers administratifs à remplir et tout ça. Et on se croirait un peu dans la maison qui rend fou dans Astérix. Et à la fin, elle trimballe mais des tonnes de cartes puces et des iPads et tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport au récit? Il est linéaire, bien qu'il y ait des ellipses, hein, c'est nécessaire au vu de tout ce qu'on veut nous montrer. Il y a une alternance puisque on passe au début du film de ce qui se passe sur Terre et de ce qui se passe dans l'espace. Des fois, c'est très très mal géré. C'est en ça que je disais qu'il manquait peut-être des suites logiques, des scènes intermédiaires. Par exemple, le moment où apparaît le titre au début du film, j'ai halluciné. Il apparaît comme un cheveu sur la soupe, et après on a une espèce de changement d'univers qui est très maladroit. À mon sens, il est maladroit. Je n'ai pas été emballé par le début. Voilà, je préfère être honnête, je n'ai pas été emballé, mais ça a augmenté. Le film va en crescendo, c'est une très bonne chose parce qu'à partir, oui, du milieu du film, j'ai plus accroché. Ouais, j'ai vraiment plus accroché. Alors, on va parler un petit peu des personnages maintenant. Je pensais que le film serait typiquement un film où ils n'ont pas d'argent pour faire des bestioles et tout ça. Il y a quand même un gros bestiaire, mais un bestiaire hein, vraiment à la Star Wars. Hein. Ce film, c'est un peu Star Wars. Hein. Le Star Wars de la Warner. On a des pilotes éléphants, des petits bonshommes gris, on a des lézards, on a plein de trucs, on a plein de technologies un peu robotiques. Il y a plein de choses en termes de bestiaire, et on a nos personnages principaux. Alors, je vais juste parler un petit peu des principaux. Jupiter Jones, Mila Kunis qui joue le rôle, mais elle ne joue pas d'une façon formidable. Je trouve qu'elle est assez fade. Mais pourquoi elle donc? Parce qu'elle est bankable. Elle peut faire venir beaucoup de gens au cinéma. Elle gagne en confiance, en courage tout au long du film, et évolution des personnages oblige, ce qui fait que même si on la trouve un petit peu énervante au début, on peut s'accrocher un peu plus à elle à la fin. Ce qui est très bien. Elle est accompagnée d'un espèce de mec complètement invincible, Channing Tatum, qui joue Kane, qui est une espèce de garde du corps. C'est pas vraiment ça, c'est un ancien guerrier qui a été un petit peu reconverti, qui a une ADN modifiée. Alors ça, c'est pas mal. C'est une idée du film, j'avais oublié d'en parler. Dieu merci que je vois mes notes là. Le film tourne autour de l'ADN, entre autres, mais ça aurait été quelque chose à développer davantage. Il y a beaucoup d'êtres humains qui ont été modifiés génétiquement, qui ont reçu de l'ADN de tel ou tel animal, ou même de tel ou tel insecte ou être vivant, tout court. Et lui, il a de l'ADN de loup, de chien. Des fois, à un moment, il parle de chien. Ça lui donne un aspect un peu étrange, et une caractérisation aussi typée, mais en attendant, c'est un mec qui se bat, mais d'une façon incroyable. Le mec, c'est vraiment le guerrier invincible. À aucun moment on se dit ah mais il va pas y arriver. C'est ça le problème, parce que quand on va le mettre en difficulté, on se dit mais non, mais arrêtez, allez qu'on passe à la suite, parce que le mec il est tellement invincible. Il paraît invincible dès qu'on le voit, et il est invincible pendant tout le film. Il y a un problème avec ces personnages. Je pense qu'il y a un problème avec ces personnages, c'est pour ça que moi j'étais pas à 100% dans le film. J'ai changé de position plusieurs fois sur mon fauteuil, et pendant les scènes d'action même, parce que j'attendais qu'il se passe quelque chose de trépidant. Le suspense ne marche pas, parce qu'il y a un problème avec ces personnages. J'en suis convaincu. Et je pensais que le couple entre Kunis et Tatum serait un peu fade, mais ça va. Mais ça va tout juste, hein. C'est très limite. Les personnages sont très limites. Et leurs interactions, les dialogues, mais je vous en parle même pas des dialogues. Hein. Oh là 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 là. Ah, il y a des dialogues qui sont complètement ratés. On a Sean Bean qui a de l'ADN d'abeille, il vit dans une espèce de maison ruche, c'est assez amusant. Je vous dis pas ce qui arrive avec lui, mais vous serez peut-être surpris. Mais Sean Bean a, j'ai envie de dire, une réputation à tenir. Il joue très bien, il marche très bien, il marche, mais je veux dire par là qu'il joue bien son rôle. Il joue même mieux que les deux principaux, pour le rôle qu'on lui a donné. Alors après, il y a un gros problème, c'est le balème Ambrasax. Parce qu'il aime le sax. Non, alors le mec, il est joué par Eddie Redmayne. Il veut que Jupiter soit tué parce qu'il veut contrôler la Terre et tout ça. Enfin, il est d'un grotesque, ce mec. C'est un grand méchant au jeu théâtral, mais avec un espèce... Mais vous l'écoutez dans la bande-annonce, vous avez tellement envie de lui péter les couilles, mais... tellement envie de le baffer, mais on a envie de le tuer, le mec, tellement il est insupportable. Et c'est tellement
sa façon de jouer est tellement insupportable. Je pense que les Wachowski lui ont demandé de jouer comme ça, précisément pour qu'il soit insupportable. Mais c'est vraiment le mec, le noble qui se croit l'empereur de l'univers. Hein. Mais c'est vraiment ça. Hein. Oh là 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 là. Mais le gars, dès qu'il l'ouvre, moi j'avais tellement envie. Putain, Jupiter pète-lui les couilles. Mais vraiment, mais c'est terrible. Hein. La haine qu'on peut avoir envers ce personnage. Mais les deux autres, c'est pas mieux. Il a un frère et une sœur. Les deux autres, c'est pas mieux. Mais ce qui est bien, alors quand je parle des dialogues qui sont vraiment limites, à chaque fois que Jupiter parle à un de de cette famille des Ambrasax, les dialogues sont très bien écrits, délivrent une vision de l'univers très intéressante et délivrent aussi beaucoup d'informations parce que ces trois personnages, les Ambrasax, sont ceux qui connaissent le plus l'univers, donc ce sont eux qui donnent le plus d'informations à Jupiter. Donc ce sont des dialogues, pour le coup, ceux-là qui sont très très intéressants. Et ceux-là, ils m'ont un peu réconcilié avec beaucoup de scènes, avec beaucoup de dialogues parce que le reste... Oh mon dieu, non, le scénario, on sent qu'il y a des problèmes. On sent qu'ils voulaient aller trop vite ou que justement ils ont dû faire des coupes parce que, à ce que j'ai lu, c'est un scénario qui est aussi épais qu'un dictionnaire. Hein, donc, ouais, il faut faire des coupes. Donc à partir de là, il y a des raccourcis. Et ce qui en reste, c'est de la mise en scène. Une mise en scène d'un film qui veut montrer qu'il en a sous le capot. Il y a beaucoup de gens qui sont revenus de Matrix pour les effets spéciaux, pour le design, et il en découle des similitudes, des architectures de villes d'Europe, une architecture de la Renaissance à l'intérieur même des vaisseaux, ou à l'intérieur même des bâtisses dans les nouvelles planètes. Il y a un art gothique assez amusant à voir, au beau milieu d'un film de science-fiction, dans les univers de science-fiction. Il y a de très très beaux décors, de très beaux costumes. Ça, souvent la mise en scène et l'univers esthétique, la direction artistique, souvent dans ces films, c'est très travaillé. C'est même, j'ai presque envie de dire que c'est même plus à prendre en compte dans une critique parce que c'est toujours très réussi. C'est somptueux, je veux dire, c'est très très bien fait. En même temps, avec 175 millions, on pouvait un petit peu s'attendre à ça. Ça aurait été un comble de ne pas avoir ça, de base. Les vaisseaux sont pas mal, ils sont très différents, ils ressemblent un petit peu à des... j'ai envie de dire des oiseaux, oui, non, plutôt des formes d'insectes en fait, avec des voiles, avec des ailes, et ils sont très bien réalisés. Le mec des effets spéciaux, il avait fait les films de Réal auparavant, donc c'est quelqu'un qui connaissait bien leur goût. Il en découle une mise en scène très élégante, très maîtrisée, lisible, je trouve, et belle. Et des scènes d'action, une course-poursuite au début, comme je disais, ils s'y connaissent, et là encore, c'est une course-poursuite qui est assez folle, mais moi j'étais pas dedans parce que problème d'identification. C'est important, vous pensez peut-être que ça semble facile de faire identifier un personnage, mais non, c'est pas si facile que ça, et surtout quand l'histoire est classique et qu'on en attend peut-être un peu plus. Peut-être que j'en attendais trop de ce film et que j'étais un petit peu sur ma faim. Et il y a une autre scène, pour le coup, j'étais bien amusé. Ça fait penser à The Ender's Game. La stratégie Ender, je crois que ça s'appelait en français. C'est quand même très réussi, les scènes d'action sont bien. Encore une fois, problème de suspense, parce que problème d'enjeu, parce que problème lié au personnage. Mais ça c'est au niveau des scénarios que ça se passe. Ça se passe pas vraiment au niveau de la mise en scène, plus au niveau de la narration des plans. Mais là, je trouve que ça fait quand même un bon boulot. C'est le premier film en 3D pour les réals. Alors je ne suis pas allé voir le film en 3D parce que c'était de la post-conversion. Même si Allociné dit « Oh, il tourne en 3D !» Mon cul, mais fuyez Allociné. Si vous voulez avoir des informations précises, vous regardez les sources, les sites sources de Wikipédia et IMDb. Allociné qui dit il tourne en 3D, mais c'est des conneries, ne pensez pas ça. Et pourquoi je suis aussi catégorique, c'est que vous regardez sur IMDb, les caméras qu'ils ont utilisées, ce ne sont pas des caméras 3D. Ils ont fait appel à des entreprises pour faire la post-conversion en 3D. Et en même temps, j'ai pas osé le voir en 3D parce que voilà, c'est de la post-conversion, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Mais je pense que la 3D sera bonne parce que le film a quand même été repoussé de 7 mois. 7 putains de mois. Il devait sortir en été 2014 et on le revoit là, début février. Soi-disant pour peaufiner des effets spéciaux, mais on peut aussi penser que la Warner avait un petit peu peur par rapport au projet, ils n'y croyaient plus. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait débarquer en février pour le laisser mourir. Faire mourir un film, comment on peut le faire? En foutant le film à des moments où les gens ne vont pas au cinéma. Ouais, surtout pour un budget pareil. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il soit rentabilisé. Mais ça paraît difficile. Dernier point avant de conclure, la musique, qui est de Michael Giacchino. Elle a des élans de John Williams. En plus, ah oui, à un moment, c'est trop énorme. Il y a un moment de suspense, et tout d'un coup, on entend des notes
de Predator. Ceux qui connaissent bien Predator, à un moment il y a Arnold Schwarzenegger qui va affronter le Predator, qui va crier dans la jungle pour appâter la bête. Et juste avant de crier, il y a des notes tin 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 tin, et de plus en plus fort, et ça, mais on a à la note près dans le film. C'est assez fou, c'est assez hallucinant de voir ça. Mais autrement, la musique, bon, elle accompagne bien. Elle s'entend un petit peu, mais elle m'a pas tellement gêné. Elle fait son office, mais rien de plus. Qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure? C'est un film qui divise, mais voilà. Mais moi aussi, je suis divisé parce que voilà, c'est beau, il y a des explosions partout, il y a de la science-fiction, des trucs de vaisseaux, tout ça. Mais on a déjà tout vu et ça peut être un problème. On peut attendre ce film parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu des choses comme ça. Ça, c'est vrai. Mais si on n'attend pas grand-chose, on voit les choses défiler et ouais, c'est sympa, mais on l'oublie. Et ça, c'est un problème. Je trouve que c'est un problème. On peut revisiter des choses, et ce film revisite presque tout. C'est un approfondissement. J'essaie de me positionner par rapport au film, mais en sortie de film, là, parce que là, je l'ai vu il y a 1 heure, le temps de l'enregistrer, c'est un peu difficile quand même de bien poser son ressenti sur le film. Je pense que c'est un film qui est là pour dépeindre un univers qui va être exploité par la suite, via une franchise. Moi, ça m'intéresserait pas de les voir parce que déjà que les 2 personnages principaux, j'ai du mal. L'univers est suffisamment riche pour être exploité. C'est pas ça le problème. Le problème pour moi, ce sont les personnages. C'est cette première heure du film qui, à mon avis, devait être plus longue. Il y a énormément d'informations et il faut pas dormir dans le film. Parce qu'on va vous narrer l'univers. On va vous montrer comment l'univers et cette famille des Umbrasax. Sox. Oh là là, mais franchement ce nom, c'est un nom de méchant parce qu'il y a des A partout. Il y a beaucoup de noms de méchants qui ont des A, des lettres A. Mais c'est amusant, non mais c'est vraiment cette famille, c'est qu'une famille de starbés. Mais voilà, on présente quand même beaucoup de choses dans l'univers et il faut tout narrer, tout depuis le début. Donc c'est super compliqué au début, il y a tellement de choses à présenter que c'est lourd et c'est, je trouve, pas très bien narré. Mais à côté de ça, il y a des idées pas mal, l'ADN, l'univers design, le fait que la Warner s'essaye à ce genre de film aussi, de science-fiction, space opéra, hein, clairement. J'ai envie de lui mettre un 13,5. J'avais pensé plus en sortant de la salle, mais maintenant avec un petit peu le recul, je lui mettrai un 13,5 sur 20. C'est à voir, hein, parce que autrement il faut attendre un petit moment avant d'avoir un truc intéressant en février. C'est ça le problème, en fait, c'est qu'il est venu pour mourir ce film. Mais je souhaite quand même qu'il marche parce que ce sont des réals qui font le boulot. On est divertis et tout ça. Alors vous pouvez être sûr que dans une semaine, moi j'aurais oublié le film. Et ça c'est dommage, parce que le film a des moyens, le film veut essayer de proposer quelque chose de, oui, d'universel, à travers des récits qui sont connus de tous. Mais moi j'ai pas été emballé, pas tant que ça. Alors si vous avez été complètement sous le choc, que c'est votre grande révélation, que vous avez énormément aimé, eh bien n'hésitez pas à le dire aux commentaires, sans injure, je vous le prie, parce que là, ces derniers temps, j'ai quelques personnes un peu récalcitrantes qui semblent pas connaître la politesse, donc voilà, n'hésitez pas à dire, à argumenter, à dire un peu comment vous avez trouvé ces personnages, parce que pour moi, il y a un problème de personnage là-dedans. Voilà, si vous avez beaucoup aimé ou non, hein, si vous trouvez que c'était franchement un peu fade, donc voilà, n'hésitez pas à poster des commentaires. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!